À peine 6 minutes. À peine 6 minutes. Et pourtant, ces quelques instants ont suffi à faire vaciller les fondations diplomatiques entre la France et Israël comme jamais depuis l'embargo de 1967, provoquant dans le même mouvement une fracture durable de l'opinion mondiale sur la question israélo-palestinienne. Benjamin Netanyahou venait tout juste d'achever une plaidoirie intense en faveur de l'offensive à Gaza, invoquant avec gravité le droit incontestable d'Israël à se défendre, tout en reléguant les pertes civiles au rang d'inévitables conséquences dans ce qu'il décrivait comme une lutte nécessaire contre le Hamas. Face à lui, Sébastien Lecornu soutenait son regard tandis que Netanyahou affichait cette assurance presque guerrière, cette conviction inflexible qui a forgé son image d'homme fort de la sécurité israélienne, persuadé d'avoir livré un argumentaire solide, capable de neutraliser les critiques européennes de plus en plus insistantes. Pourtant, dans la salle climatisée du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, l'atmosphère semblait inhabituellement lourde, comme suspendue dans cet instant précis où les tensions silencieuses annoncent souvent les ruptures diplomatiques majeures. Les chiffres étaient accablants et pesaient sur tous les débats. 41 000 morts palestiniens selon les autorités de Gaza, dont 16 000 enfants, 11 000 femmes, des hôpitaux bombardés, des écoles transformées en cimetières, des camps de réfugiés rayés de la carte. Des images qui avaient choqué le monde entier et soulevé des questions douloureuses sur la proportionnalité de la réponse israélienne. Mais quelque chose dans l'attitude de Sébastien Lecornu aurait dû alerter le premier ministre israélien. Une froideur glaciale, une détermination nouvelle qui contrastait avec la diplomatie habituelle des dirigeants européens face à Israël. Car derrière cette justification militaire apparemment technique, se cachait une réalité que Benjamin Netanyahou refusait d'admettre. La France n'était plus disposée à accepter les dommages collatéraux massifs comme un prix acceptable de la sécurité israélienne. Ce qui allait se passer ensuite choquerait Israël, diviserait l'opinion occidentale et marquerait peut-être un tournant historique dans les relations entre l'Europe et l'État hébreu. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui allait secouer cette assemblée, il faut remonter à 3 mois en arrière, lorsque les images insoutenables en provenance de Gaza avaient commencé à choquer l'opinion publique française et européenne. Des familles entières ensevelies sous les décombres, des enfants mutilés dans des hôpitaux débordés, des convois humanitaires bombardés malgré les coordonnées transmises à Tel Aviv. Ces images avaient profondément marqué Emmanuel Macron et son gouvernement. Comment peut-on prétendre se défendre en tuant autant de civils innocents? S'était interrogé le président français lors d'un conseil de défense exceptionnel. Il y a une disproportion manifeste entre la menace terroriste et la réponse militaire israélienne. Cette inquiétude présidentielle avait conduit à une réévaluation complète de la position française au Moyen-Orient. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent prudents sur les questions israélo-palestiniennes par crainte des accusations d'antisémitisme, Sébastien Lecornu avait pris une décision politique majeure, assumant pleinement une critique factuelle de la politique militaire israélienne basée sur le droit international humanitaire. Dans le plus grand secret, une cellule de travail spécialisée avait été constituée au Quai d'Orsay, regroupant les meilleurs experts français en droit international, en affaires humanitaires et en politique moyen-orientale. Denis Béochazian, ambassadeur et monument de la diplomatie française dans la région. Bertrand Badi, géopolitologue de Sciences Po, et Marie-Françoise Bechtel, juriste internationale, avaient compilé un dossier accablant sur les violations présumées du droit international humanitaire à Gaza. Nous avons identifié au moins 47 cas de bombardement d'infrastructures civiles protégées par les conventions de Genève. Hôpitaux, écoles, lieux d'installation d'eau potable. C'est systématique, pas accidentel, avait expliqué Marie-Françoise Bechtel lors d'une réunion confidentielle à Matignon. Ces analyses juridiques implacables avaient renforcé la détermination de Sébastien Lecornu à porter le débat sur le terrain du droit international plutôt que sur celui des équilibres géopolitiques traditionnels. Si Israël viole le droit humanitaire, nous devons le dire clairement, avait-il déclaré à ses conseillers. Plus révoltant encore pour la France, les armes françaises retrouvées sur les théâtres d'opération à Gaza. Une enquête discrète menée par la Direction générale de l'armement avait révélé que plusieurs systèmes d'armement vendus légalement à Israël dans les années précédentes étaient utilisés dans des bombardements de zones civiles en violation des clauses d'usage des contrats de vente. Nos armes servent à tuer des civils palestiniens, avait tempêté Florence Parly, ancienne ministre des Armées consultée par Sébastien Lecornu.
C'est inacceptable moralement et juridiquement. Nous devons suspendre immédiatement toute livraison. Cette décision de suspendre les livraisons d'armes à Israël avait été prise par le gouvernement français quelques semaines avant la session de l'ONU, provoquant la fureur de Tel Aviv. Benjamin Netanyahou avait personnellement appelé Emmanuel Macron pour protester contre cette décision hostile qui, selon lui, encourageait le terrorisme. Mais Paris était resté ferme sur ses positions. C'est dans ce contexte explosif que Netanyahou avait demandé à prendre la parole devant le Conseil de sécurité, officiellement pour clarifier la position israélienne face aux incompréhensions européennes, mais en réalité pour tenter de retourner l'opinion internationale en sa faveur et isoler diplomatiquement la France sur ses positions pro-palestiniennes. Le premier ministre israélien avait préparé méticuleusement son intervention avec ses conseillers les plus expérimentés. L'objectif était clair, présenter l'opération de Gaza comme une nécessité existentielle pour Israël, rappeler les crimes du Hamas et culpabiliser l'Europe sur son histoire antisémite pour faire taire les critiques. Ces Européens ont la mémoire courte, avait déclaré Netanyahou à ses conseillers au King David, hôtel de Jérusalem. Ils oublient que nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient, que nous nous battons contre des terroristes qui utilisent leurs propres enfants comme boucliers. Il faut leur rappeler qui sont les véritables responsables de ces morts civiles. Cette stratégie de retournement de culpabilité était érodée, mais avait fonctionné pendant des décennies avec les dirigeants européens. Mais Netanyahou ne soupçonnait pas que Sébastien Lecornu avait préparé cette confrontation avec une rigueur toute française, compilant chiffres, témoignages et analyses juridiques pour démontrer méthodiquement les violations israéliennes du droit international. Le 15 novembre 2024, à 15h30 précise, dans la salle emblématique du Conseil de sécurité, Benjamin Netanyahou monta à la tribune avec toute la solennité qui caractérisait ses grandes interventions internationales. Vêtu de son costume sombre habituel et arborant son expression de gravité déterminée, il incarnait parfaitement l'image du dirigeant démocratique assiégé par les ennemis de la civilisation. « Mesdames et messieurs, les représentants des nations », commença-t-il avec cette diction parfaite qu'il maîtrisait en plusieurs langues. Je me présente devant vous aujourd'hui pour défendre le droit fondamental d'Israël à protéger ses citoyens contre le terrorisme le plus barbare. Son discours était parfaitement calibré pour l'audience internationale. Alternant récits personnels poignants sur les victimes israéliennes du 7 octobre et analyse géostratégique sur la menace iranienne, Netanyahou développait sa thèse. Habituellement, Israël mène une guerre juste contre des terroristes qui ne respectent aucune règle civilisée. Le Hamas utilise délibérément les civils palestiniens comme boucliers humains, expliquait-il avec une conviction apparente. Ils installent leurs rampes de missiles dans les écoles, leurs centres de commandement dans les hôpitaux, leurs dépôts d'armes dans les mosquées. Chaque mort civile palestinienne est la responsabilité directe du Hamas, pas de Tsahal. Cette argumentation sur les boucliers humains était centrale dans la stratégie de Netanyahou pour déresponsabiliser Israël des pertes civiles massives. Mais il ne s'arrêta pas là et poussa sa logique plus loin. Nos ennemis comptent sur la sensibilité occidentale aux images de souffrance pour nous faire arrêter notre légitime défense. Ils filment délibérément leurs morts, mettent en scène leur douleur et manipulent l'émotion mondiale pour protéger leurs capacités terroristes. Cette accusation de mise en scène de la souffrance palestinienne était particulièrement cynique et allait déclencher la fureur de Sébastien Lecornu. Mais Benjamin Netanyahou, porté par sa propre rhétorique, n'en resta pas là. La France et certains pays européens ont choisi de punir la victime plutôt que l'agresseur, déclara-t-il en regardant directement la délégation française. En suspendant leur livraison d'armes à Israël, ils affaiblissent notre capacité à nous défendre et encouragent indirectement le terrorisme international. Cette attaque directe contre la France était calculée pour provoquer une réaction. Mais Netanyahou commit l'erreur de sous-estimer la préparation de son homologue français. Il termina son intervention par un appel solennel. L'histoire jugera ceux qui ont soutenu la démocratie israélienne dans sa lutte existentielle contre la barbarie et ceux qui ont préféré les larmes de crocodile à la vérité du terrain. Israël continuera de se défendre avec ou sans le soutien de ceux qui ont oublié les leçons de l'histoire. Les applaudissements qui suivirent furent polis mais mesurés, l'Assemblée internationale restant divisée sur la question palestinienne. Tous les regards se tournèrent vers Sébastien Lecornu lorsqu'il demanda calmement à prendre la parole.
Le premier ministre français se leva avec cette dignité républicaine qui caractérisait la tradition diplomatique française, monta à la tribune sans hâte et fixa Netanyahou droit dans les yeux avant de prononcer les mots qui allaient choquer Israël et diviser l'opinion. « Non, monsieur le Premier ministre », commença le cornu d'une voix posée mais tranchante. « Je vous remercie pour cette démonstration parfaite de ce qu'est devenue la rhétorique israélienne. Un mélange toxique de victimisation et de déni de réalité. » L'attaque était immédiate et brutale. Netanyahou, visiblement surpris par cette agressivité française inhabituelle, se redressa sur son siège. « Vous parlez de légitime défense », continua Sébastien Lecornu en sortant un dossier de sa serviette. « Permettez-moi de vous rappeler quelques chiffres que vous préférez manifestement oublier. 41 000 morts palestiniens, dont 16 000 enfants, et un Israélien le 7 octobre. Le ratio est de 34 Palestiniens tués pour un Israélien. Où est la proportionnalité dans cette légitime défense? Ces statistiques brutales firent l'effet d'une douche froide sur l'Assemblée. Benjamin Netanyahou tenta d'intervenir. « Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comparer. » Mais Lecornu l'interrompit sèchement. « Si, monsieur Netanyahou, je peux et je dois comparer. C'est exactement cela le droit international humanitaire. » Il continua son démontage méthodique en invoquant les boucliers humains. L'ONU a enquêté sur 47 bombardements d'hôpitaux, d'écoles et d'installations humanitaires. Dans aucun cas, Tsahal n'a pu prouver la présence du Hamas dans ces bâtiments au moment des frappes. Chacune de ces révélations était un coup de massue. L'Assemblée découvrait des faits que la propagande israélienne avait soigneusement occultés. « Mais parlons surtout de votre accusation la plus ignoble, » continua Lecornu avec une colère contenue. « Vous osez prétendre que les Palestiniens mettent en scène leur souffrance. Monsieur Netanyahou, et les 16 000 enfants morts ne jouent pas la comédie. Les familles ensevelies sous les décombres ne font pas du cinéma. » Cette remise en cause de la sincérité de la douleur palestinienne toucha au cœur de la rhétorique israélienne. Dans l'assistance, plusieurs délégués échangeaient des regards chargés. « Et puisque vous évoquez l'histoire, » poursuivit Lecornu, « permettez-moi de vous rappeler une vérité que vous semblez avoir oubliée. Les conventions de Genève ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, précisément pour éviter que plus jamais des populations civiles ne soient massacrées au nom de la sécurité d'un État. Vous, descendants des victimes de ces massacres, bafouez aujourd'hui ces mêmes conventions. » Cette référence à l'Holocauste était audacieuse et dangereuse, mais Lecornu assumait totalement. Il retournait l'argument historique israélien contre Israël, tandis que Netanyahou et livide tentaient une dernière défense. La France ne comprend pas la menace existentielle. Au contraire, coupa Sébastien Lecornu, nous comprenons parfaitement. Nous comprenons que l'on ne combat pas le terrorisme en devenant soi-même terroriste. Le silence qui suivit cette accusation de terrorisme d'État était assourdissant. Jamais un dirigeant occidental n'avait utilisé ces termes pour qualifier la politique israélienne dans une enceinte officielle. Mais Lecornu réservait le plus dur pour la fin. « Monsieur Benjamin Netanyahou, vous nous reprochez de suspendre nos livraisons d'armes. Nous avons découvert que nos missiles étaient utilisés pour bombarder des camps de réfugiés, nos chars pour raser des quartiers résidentiels, nos drones pour traquer des ambulances. Voulez-vous vraiment que nous soyons complices de ces crimes de guerre? L'époque où Israël pouvait tout faire au nom de la sécurité est révolue. Les morts palestiniens valent autant que les morts israéliens. » L'explosion qui suivit fut immédiate. Netanyahou quitta la salle sans un mot, suivi par toute sa délégation. Dans l'assistance, c'était la stupéfaction générale. Pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, un dirigeant occidental avait accusé Israël de crimes de guerre et de terrorisme d'État. L'onde de choc fut planétaire et immédiate. En Israël, la réaction fut explosive. Les médias hébreux titraient « La France déclare la guerre à Israël ». Lecornu, le nouveau Hitler, l'antisémitisme français revient au galop. Le gouvernement israélien rappela immédiatement son ambassadeur à Paris et suspendit toute coopération avec la France. Mais dans le monde arabe, l'effet fut inverse et spectaculaire. Du Maroc à l'Irak, des millions d'Arabes saluèrent le courage français et la voie de la justice.
Les manifestations de soutien à Lecornu se multiplièrent dans toutes les capitales. Pour la première fois depuis des décennies, un dirigeant occidental avait osé dire publiquement ce que pensaient des centaines de millions de personnes en Europe. Les réactions furent plus nuancées mais révélatrices. L'Allemagne et l'Italie exprimèrent leur inquiétude devant l'escalade verbale, mais plusieurs pays nordiques approuvèrent discrètement la position française. L'Espagne et l'Irlande apportèrent leur soutien explicite. Plus surprenant encore, aux États-Unis même, la réaction fut partagée. Si l'establishment politique condamna massivement les propos de Sébastien Lecornu, une partie importante de l'opinion publique, notamment chez les jeunes et les progressistes, reconnut le courage de dire enfin la vérité. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences étaient durables et profondes. Les relations franco-israéliennes étaient au point de rupture. Mais la France avait gagné une crédibilité morale considérable dans le monde musulman et auprès d'une partie croissante de l'opinion occidentale. L'histoire retiendra que ces 6 minutes à l'ONU marquèrent peut-être un tournant dans la perception occidentale du conflit israélo-palestinien. Lecornu avait brisé un tabou vieux de plusieurs décennies et ouvert la voie à une critique plus libre de la politique israélienne, comme l'écrivit Le Monde en 6 minutes. Lecornu a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas depuis des années. Il a rappelé au monde que la souffrance humaine n'a pas de nationalité et que le droit international doit s'appliquer à tous, y compris à Israël. Mais derrière cette confrontation spectaculaire se cachait une préparation de plusieurs mois que très peu de personnes connaissaient vraiment. L'histoire secrète de cette offensive française contre la politique israélienne à Gaza avait commencé 5 mois plus tôt, dans les bureaux feutrés du Cador, quand les premières images insoutenables de la guerre avaient commencé à choquer l'opinion publique française et européenne. Le déclencheur avait été un rapport confidentiel de MEDEX 500 Frontières, transmis directement à l'Élysée en juin, détaillant avec une précision clinique les blessures observées sur les victimes civiles. Schéma de fragmentation compatible avec des munitions antipersonnelles, brûlures caractéristiques des armes au phosphore blanc, amputation traumatique suggérant l'usage d'armes à sous-munitions. Ce que nous voyons à Gaza n'est pas de la guerre urbaine classique, c'est de l'extermination systématique de civils avec des armes conçues pour maximiser les souffrances. Nos équipes sont formées aux conflits les plus durs, mais elles n'avaient jamais vu une telle barbarie organisée, déclara le docteur Xavier Emmanuelli, cofondateur de MSF, lors d'une réunion d'urgence à l'Élysée. Ces révélations médicales avaient profondément choqué Emmanuel Macron. Comment des démocraties occidentales peuvent-elles fermer les yeux sur de telles horreurs? S'était-il interrogé devant ses conseillers. Si nous ne disons rien, nous devenons complices de ces crimes. Cette indignation présidentielle avait déclenché une mobilisation inédite de l'appareil diplomatique français. Catherine Colonna, alors ministre des Affaires étrangères, avait constitué une cellule de crise spécialisée dans le suivi des violations du droit international humanitaire. L'objectif était double: documenter méthodiquement les crimes de guerre présumés commis à Gaza et préparer une réponse diplomatique française à la hauteur de la gravité de la situation. L'équipe constituée était impressionnante par sa compétence et sa diversité. Denis Béchard, ancien ambassadeur de France en Syrie et véritable légende de la diplomatie française au Moyen-Orient, dirigeait l'aspect politique. Marie-Françoise Bechtel, juriste internationale de renommée mondiale, supervisait l'analyse juridique. Le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, apportait l'expertise militaire. Leïla Daclé, historienne du CNRS spécialisée dans le monde arabe, fournissait le contexte géopolitique. Monsieur le Premier ministre avait expliqué: « Nous nous trouvons face à une situation juridique claire. Les attaques systématiques contre les infrastructures civiles, les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte constituent des violations caractérisées du droit international humanitaire. Article 8 du Statut de Rome, 4e Convention de Genève, protocole additionnel, tout y est. » Cette analyse juridique implacable était étayée par un travail de documentation d'une précision remarquable. L'équipe française avait épluché tous les rapports des organisations internationales, recoupé les témoignages des ONG présentes sur le terrain et analysé les images satellites fournies par le Centre national d'études spatiales. Le dossier constitué faisait 800 pages de preuves accablantes.
Un exemple particulièrement révoltant concernait le bombardement de l'hôpital Al-Shifal. L'analyse française, basée sur les données géolocalisées et les témoignages médicaux, démontrait que l'attaque avait eu lieu pendant une opération chirurgicale sur des enfants, causant la mort de 23 patients et de 11 membres du personnel médical. C'est un crime de guerre caractérisé, avait conclu l'expert juridique français. Aucune justification militaire ne peut légitimer une telle barbarie. Plus choquant encore, l'origine des armes utilisées dans ces attaques. L'enquête française avait révélé que plusieurs systèmes d'armement vendus légalement à Israël par des entreprises européennes, notamment Thales et MBDA, étaient utilisés dans des bombardements de zones civiles, en violation flagrante des clauses d'usage humanitaire de ces contrats. Nos missiles Mika et nos bombes guidées à HSM servent à tuer des enfants palestiniens, avait expliqué Florence Parly, ancienne ministre des Armées consultée par Sébastien Lecornu. C'est un détournement criminel de nos technologies de défense. Nous devons immédiatement suspendre toute coopération militaire avec Israël. Cette découverte avait été le déclencheur de la décision française de suspendre les livraisons d'armes à Israël en septembre 2000. Parallèlement à cette documentation des violations israéliennes, l'équipe de Lecornu avait également analysé la stratégie de communication de Tel Aviv pour comprendre comment Israël parvenait, depuis des décennies, à échapper aux sanctions malgré ses violations répétées du droit international. Franck Barra, journaliste spécialisé dans les questions palestiniennes, avait été discrètement consulté pour décortiquer les mécanismes de la propagande israélienne. Monsieur le Premier ministre avait expliqué. Israël utilise systématiquement 3 techniques de manipulation: la victimisation permanente, l'inversion des responsabilités et le chantage à l'antisémitisme. Dès que l'on critique leurs actions, ils invoquent la Shoah, accusent leurs critiques de complicité avec le terrorisme et retournent la culpabilité. Cette analyse avait permis à Lecornu de préparer ses contre-arguments avec une précision chirurgicale. Nous devons être prêts à démonter chacun de ces mensonges avec des faits irréfutables. La dimension psychologique de la préparation française avait été tout aussi minutieuse. Un spécialiste en communication de crise, ancien conseiller de plusieurs présidents français, avait travaillé avec Sébastien Lecornu sur ce qu'il appelait la résistance au chantage émotionnel. Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou va essayer de vous culpabiliser avec l'histoire juive, de vous faire passer pour un antisémite. Votre force sera de rester sur le terrain factuel du droit international sans jamais entrer dans l'émotion. Cette préparation psychologique était cruciale, car elle permettait à Lecornu de résister aux techniques de manipulation habituelles de Netanyahou. Ce travail préparatoire combinait expertise juridique, stratégique et psychologique pour affronter la rhétorique israélienne traditionnelle. Chaque membre de l'équipe connaissait son rôle: documenter, analyser, prévoir les arguments adverses et renforcer la posture factuelle de la France. Cette coordination parfaite permit à Lecornu de mener une confrontation diplomatique inédite tout en restant fidèle aux faits, au droit international et à la morale, sans dévier vers l'émotion ou l'excès rhétorique. Technique qui avait si souvent fonctionné avec d'autres dirigeants européens, terrorisés à l'idée d'être accusés d'antisémitisme. Les simulations organisées à Matignon étaient d'un réalisme saisissant. Denise Béchard jouait Netanyahou avec un talent consommé, reproduisant l'éthique de langage, les arguments habituels et les techniques de chantage du premier ministre israélien. « Monsieur Lecornu, vous faites le jeu des terroristes », s'exclamait-il avec l'indignation calculée de Netanyahou. « Monsieur l'ambassadeur, je fais le jeu du droit international », répondait calmement Lecornu. À chaque simulation, sa performance s'améliorait. Sa capacité à déstabiliser son interlocuteur israélien se renforçait. Ces répétitions incluaient même la gestion des réactions médiatiques prévisibles. L'équipe de communication de Matignon avait préparé des éléments de langage pour répondre aux accusations d'antisémitisme qui ne manqueraient pas de pleuvoir après la confrontation. La critique de la politique d'un gouvernement n'est jamais de l'antisémitisme était devenu le mantra français. 3 semaines avant la session de l'ONU, Sébastien Lecornu avait reçu un soutien inattendu mais précieux. Une lettre signée par des intellectuels juifs français, dont Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Élisabeth de Fontaine, appelant le gouvernement français à dire la vérité sur Gaza sans craindre les accusations d'antisémitisme.
La mémoire de la Shoah ne peut pas servir à légitimer de nouveaux crimes contre l'humanité. Ce soutien de la communauté intellectuelle juive française avait considérablement renforcé la détermination de Le Cornu à mener cette bataille diplomatique jusqu'au bout. Il ne s'agissait plus seulement de défendre le droit international, mais de libérer la parole critique sur Israël du chantage à l'antisémitisme. Le voyage vers New York s'était déroulé dans une atmosphère de détermination intense à bord de l'Airbus A330 présidentiel. Le Cornu avait passé les 8 heures de vol à réviser son dossier d'accusation, mémoriser les chiffres les plus percutants, répéter ses formules les plus incisives. Son équipe l'entourait comme des préparateurs avant un combat historique. « Rappelez-vous », lui avait dit Denis Béchard pendant le vol, vous ne défendez pas seulement la position française. Vous portez l'espoir de tous ceux qui croient que le droit international doit s'appliquer à tous, y compris aux États qui se prétendent démocratiques. C'est un moment historique. À New York, l'atmosphère était survoltée bien avant le début de la session de l'ONU. Les médias internationaux sentaient qu'un affrontement majeur se préparait entre Paris et Tel Aviv. Les correspondants diplomatiques français et israéliens se livraient une guerre de communication anticipée, chacun tentant d'influencer l'opinion avant même le début des débats. Dans la délégation israélienne à l'hôtel Plaza, l'inquiétude était palpable, malgré l'assurance affichée. Les services de renseignement israéliens avaient intercepté des signaux indiquant que les Français préparaient une offensive diplomatique majeure contre la politique de Gaza, mais ils ne soupçonnaient pas l'ampleur du dossier d'accusation compilé par Paris. Les Français vont probablement critiquer notre opération militaire comme d'habitude, avait prédit un conseiller stratégique de Benjamin Netanyahou. Nous répondrons avec nos arguments habituels sur le droit à l'autodéfense et les boucliers humains du Hamas. C'était une routine diplomatique. La veille de la confrontation, Sébastien Lecornu avait reçu un message de soutien inattendu d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Monsieur le Premier ministre, l'ONU attend depuis trop longtemps qu'un État membre ait le courage de dire publiquement ce que nous pensons tous en privé. Il est temps de rappeler à tous que le droit international n'a pas de nationalité. Ce soutien discret mais réel avait galvanisé Lecornu. Il ne représentait plus seulement la France, mais la conscience internationale face aux violations massives du droit humanitaire. Le matin de la confrontation à New York, Lecornu s'était levé dans sa suite de l'hôtel pour une dernière révision de ses notes. Aujourd'hui, je vais dire à Netanyahou et au monde entier que l'impunité israélienne doit cesser, avait-il confié à son chef de cabinet. Plus jamais nous ne laisserons massacrer des innocents au nom de la sécurité. Arrivé au siège de l'ONU, Lecornu avait immédiatement senti l'effervescence exceptionnelle. Plus de 400 journalistes étaient accrédités pour couvrir cette session, un record pour un débat sur le Moyen-Orient. Les manifestants pro-palestiniens et pro-israéliens s'étaient rassemblés devant le bâtiment, créant une atmosphère de tension palpable. Dans la salle historique du Conseil de sécurité, l'ambiance était comparable à celle d'un grand procès international. Chacun savait qu'il allait assister à bien plus qu'un débat diplomatique classique. C'était un procès moral de la politique israélienne à Gaza, avec Sébastien Lecornu dans le rôle du procureur et Benjamin Netanyahou dans celui de l'accusé. Quand Netanyahou avait pris la parole pour défendre l'opération de Gaza, Lecornu avait écouté avec l'attention d'un juriste étudiant les arguments de la défense. Chaque justification israélienne, chaque tentative de minimisation, chaque technique de retournement de culpabilité était mentalement cataloguée et préparée à la réfutation. Il développait exactement la rhétorique prévue, victimisation, bouclier humain, accusation contre les critiques. Je vais pulvériser tout cela point par point. Et effectivement, quand Netanyahou avait terminé sa défense de l'opération à Gaza, il avait donné à Lecornu toutes les ouvertures nécessaires pour une contre-attaque dévastatrice. Ses tentatives de justifier les massacres de civils, ses accusations contre les mises en scène palestiniennes, ses attaques contre la France, tout était prévisible et préparé à la riposte. C'est alors que Lecornu avait livré sa performance historique, utilisant chaque révélation, chaque preuve, chaque argument comme une arme chirurgicale pour démonter méthodiquement la propagande israélienne devant la communauté internationale. Mais ce que l'assistance de l'ONU n'avait pas vu, c'était la stratégie rhétorique subtile qui soutenait chaque attaque française. Formé par les meilleurs experts en argumentation juridique internationale, Lecornu appliquait en temps réel des techniques de déconstruction factuelle mises au point par les juristes spécialisés en crimes de guerre. Première technique,
L'accumulation probatoire. Chaque accusation était immédiatement étayée par des chiffres précis et des sources vérifiables, rendant impossible toute dénégation crédible. Deuxième technique, l'inversion de la charge morale. Au lieu de se défendre contre les accusations israéliennes, Sébastien Lecornu plaçait Benjamin Netanyahou en position d'accusé qui devait justifier ses crimes. Troisième technique, la démystification des boucliers. En révélant que l'ONU n'avait trouvé aucune preuve de présence du Hamas dans les bâtiments bombardés, Lecornu détruisait l'argument central de la propagande israélienne. Quatrième technique, l'universalisation du droit. En rappelant que les conventions de Genève avaient été créées après l'Holocauste, Lecornu retournait l'argument historique israélien contre Israël. Cette maîtrise technique explique pourquoi la performance de Lecornu eut un impact si dévastateur sur l'opinion mondiale. Ce n'était pas seulement une attaque politique brillante, c'était une leçon magistrale de déconstruction juridique d'une propagande d'État. L'onde de choc qui suivit dépassa toutes les prévisions françaises. En quelques heures, les extraits de la confrontation étaient traduits en 43 langues et diffusés sur tous les continents. Les universités de droit international organisaient des débats d'urgence pour analyser cette révolution dans la critique d'Israël. À Harvard, le professeur Noah Feldman déclara « En 6 minutes, Lecornu a fait ce que des décennies de diplomatie n'avaient pas réussi. Briser le tabou de la critique publique d'Israël par un dirigeant occidental. » À Oxford, la professeure Christine Bell analysa. « C'est un tournant dans l'application du droit international. Plus jamais un État ne pourra invoquer son histoire pour échapper à ses responsabilités présentes. » Mais c'est peut-être la réaction des juristes internationaux qui fut la plus significative. Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande et spécialiste des droits humains, déclara que Sébastien Lecornu avait libéré la parole juridique sur Israël. Richard Falk, ancien rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens, salua le courage français de dire enfin la vérité juridique. Cette révolution juridique française inspirait déjà d'autres pays. L'Espagne annonçant qu'elle suivrait l'exemple français en suspendant ses livraisons d'armes à Israël. L'Irlande déposa une plainte à la Cour internationale de justice accusant Israël de génocide. La Belgique ouvrit une enquête pour crimes de guerre contre des dirigeants israéliens. 6 mois après cette confrontation historique, les conséquences géopolitiques étaient majeures et durables. Les relations franco-israéliennes étaient rompues, mais la France avait gagné une influence morale considérable dans le monde musulman et auprès d'une partie croissante de l'opinion occidentale, notamment la jeune génération. Plus important encore, l'affaire Gaza avait accéléré l'émergence d'une justice internationale plus équitable. Face à l'impunité israélienne traditionnelle, les pays européens comprenaient qu'ils devaient faire respecter le droit international sans exception. Cette révolution française dans la justice internationale culmina lors de l'Assemblée générale, lorsque pour la première fois dans l'histoire, plusieurs pays adoptèrent une résolution reconnaissant les crimes de guerre systématiques commis à Gaza et demandant des réparations pour les victimes palestiniennes. L'effet Lecornu a libéré la justice internationale, analysa William Schabas, ancien président de la commission d'enquête de l'ONU sur Gaza. Désormais, aucun État ne peut plus invoquer son statut de victime historique pour échapper à ses crimes présents. Quant à Sébastien Lecornu lui-même, il était devenu bien plus que premier ministre français. Un symbole mondial de la résistance à l'impunité et de l'application équitable du droit international. Son discours du 15 novembre 2024 était étudié dans toutes les facultés de droit comme un modèle de courage moral et de rigueur juridique. Lors de la cérémonie de remise du prix des droits de l'homme de l'ONU en décembre 2025, le jury rendit un hommage public à Lecornu, déclarant que son action pour la défense du droit international humanitaire face aux crimes de guerre honorait l'humanité et inspirait les générations futures. L'histoire retiendra que ce jour de novembre 2024, dans l'enceinte sacrée des Nations Unies, un homme armé de la seule vérité juridique avait infligé une défaite morale historique à l'un des États les plus habitués à l'impunité internationale. Et que, par cette victoire de la justice sur l'impunité, du droit sur la force, il avait ouvert la voie à un monde enfin capable de faire respecter ses propres lois fondamentales sans exception ni privilège.